tous et merci à nos invités du jour d'avoir accepté de présenter leur projet dans ce format court que nous organisons régulièrement. Ce format permet de mettre en valeur des projets de recherche financés par notre institut, mais aussi il permet à celles et ceux qui le souhaitent mais ne le peuvent pas au quotidien de découvrir ces projets. Je m'appelle Victoria Afanassieva, je suis chef du pôle addiction de l'IRESP. Aujourd'hui, pour ce 19e café de l'IRESP, le projet qui vous sera présenté a étudié les violences subies ou commises par les personnes souffrant d'addiction et prises en charge dans une structure de soins en région Occitanie. Cette étude a été financée par le programme addiction de l'IRESP en 2021. Pour présenter ce projet, nous accueillons le professeur Pascal Pernet, porteur de ce projet et chef du service d'addictologie au CHU de Nîmes, et le docteur Madi Laref, directeur adjoint de l'Addictopole Occitanie. Un grand merci à vous deux, une nouvelle fois, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que cet événement est enregistré et sera disponible en replay. Vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Nous prendrons le plus grand soin à les transmettre à nos invités et je vous laisse, professeur Pernet, Madi, désormais la parole pour 15 minutes de présentation qui seront donc suivies d'échanges et de discussions. Merci beaucoup, merci à vous pour cette invitation. Ça nous fait bien plaisir de pouvoir présenter cette étude qui est finalisée et qui est maintenant soumise à publication. Voilà. Alors, la violence, en général, c'est un problème majeur de santé publique et les violences intrapartenaires ont été largement étudiées. Et dans la littérature, on a de nombreuses données qui nous permettent de voir que si on prend l'ensemble des violences, physiques, sexuelles, harcèlement, psychologique, eh bien, si on interroge les gens sur les 12 mois précédents, en population générale, on s'aperçoit qu'il y a 20% d'actes de violence qui ont été commis pendant cette période. Si on interroge les gens sur leur vie entière, ce taux arrive à environ 40%. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est très important. Ces violences sont favorisées par un certain nombre de facteurs de risque et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, eh bien, ce sont les consommations de substances psychoactives. Alors, bien entendu, on sait que l'alcool favorise l'émergence de violences, que ce soit de l'alcool consommé par l'auteur ou par la victime. Et on sait aussi que l'alcool favorise la chronicité et s'accompagne souvent de plus de comment dirais-je, complications somatiques liées aux violences, coups, fractures, etc. Cocaïne basée aussi. Les opiacés sont des facteurs de risque. Et le THC, même si le cannabis a plutôt la réputation d'être un produit qui apaise ou qui calme. Alors, les objectifs de notre étude, c'était premièrement prévalence de tous les types de violences chez des consultations en addictologie et prévalence selon les types de produits ayant motivé la consultation. Il faut savoir que la plupart des études qui sont publiées, en fait, partent des violences et remontent en amont pour comprendre les causes de ces violences. Et on arrive souvent en amont à des prises de produits psychoactifs. Nous, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe chez des patients qui viennent en consultation d'addicto et ce qui sont aussi confrontés fréquemment à des actes de violence. Le deuxième Excusez-moi, objectif... professeur Pernet, les diapos ne défilent pas. Ah, ah, mais je suis navré. Voilà, très bien. Très bien, Là, ça, ça ça défile? fonctionne. Oui, très bien. Ah, mais pourtant, quand je suis... Et là, en plein écran, vous voyez objectif ou pas? Oui, oui, très bien. Et là, ça a passé? Oui. D'accord, bon, très bien. Pardon pour ces problèmes techniques. Et le deuxième objectif, c'était le pourcentage de ces consultants qui aimeraient avoir un suivi violence spécifique en plus du suivi addictologique pour lequel ils étaient venus. Donc les méthodes, c'est une étude qui était prospective, qui était multicentrique sur 13 centres volontaires en Occitanie. Dans des consultations d'addictologie, il n'y avait aucun malade hospitalisé qui a été inclus. Ça pouvait être des CHU, centres hospitaliers généraux ou des XAPA. Il y avait un questionnaire anonyme qui était posé à chaque consultant, quel que soit le motif de consultation. Et on essayait de recruter l'ensemble des consultants. En tout cas, c'était proposé systématiquement et il y a eu très peu de refus. À partir de la deuxième consultation, parce qu'on pensait que, comme première consultation, déjà parler de violence et de proposer une inclusion dans une étude, c'était peut-être pas pertinent. Et les données étaient tout de suite
rentrait sur tablette et donc l'implémentation était immédiate dans la base de données. Oui, excusez-moi, on est toujours, sur le slide Ah, objectif. Voilà, très bien. je Voilà. vais rester comme ça alors. Donc, comment dirais-je, les données qui étaient recrutées étaient les suivantes, sociodémographiques bien sûr. Données addictologiques, c'était le premier produit ayant motivé la consultation. On a aussi des notions sur le deuxième produit, mais on ne l'a pas encore étudié, donc je ne vous en parlerai pas. Et on a utilisé un questionnaire sur la violence qui était un peu composite, à la fois à partir d'un questionnaire américain validé sur la violence entre partenaires, et en même temps des questions additionnelles qu'on avait mises en évidence, mises en lumière sur une première étude preuve de concept. Il faut savoir que dans l'Abusive Behavior Inventory Partner, il y a beaucoup de questions qui sont peu adaptées à la France à base de menaces avec armes à feu, tirer des coups de feu, etc. Bon, chez nous, ce n'est pas encore quelque chose de très fréquent. Et nous avions une question additionnelle qui était, aimeriez-vous une aide spécifique, violence, si celle-ci était disponible? Alors, voici les résultats. D'un point de vue sociodémographique, bon, vous ne serez pas étonné. L'âge moyen des consultants, c'était 47 et 46 ans respectivement, où il y avait une majorité de patients célibataires, ce qu'on voit fréquemment en consultation d'addictologie. Le taux d'emploi était assez important pour cette population, mais c'était des patients uniquement vus en consultation, donc peut-être un peu moins sévères que ceux qu'on a en hospitalisation. Et on avait en particulier presque 30% de consultants qui avaient fait des études supérieures. Alors, premier motif de la consultation d'addictologie, évidemment, le premier, c'est l'alcool, donc ça, on n'est pas surpris. 35% chez les femmes, 45% chez les hommes. Par contre, ce qui a été une première surprise, c'est le deuxième motif de consultation qui correspondait aux addictions comportementales. Et vous voyez que c'est 20% dans les deux cas, à peu près. C'est très important, hein. Un malade sur cinq qui vient en consultation pour des addictions comportementales, c'est-à-dire du jeu pathologique, des achats compulsifs ou de la cyberaddiction sexuelle, donc de sexe en ligne qui devient malheureusement un motif de consultation particulièrement important. Alors, deuxième surprise, c'est la prévalence très importante de violence, d'actes de violence. À ce moment-là de la présentation, on ne sait pas si les consultants sont auteurs ou victimes. Mais en tout cas, ils ont rencontré de la violence et vous voyez que c'est quasiment pour tous les produits au-dessus de 50%. Donc, un consultant sur deux. Il y a des différences hommes-femmes. Il y a toujours malheureusement les femmes qui rapportent plus de violence que les hommes. C'est notamment très significatif pour la cocaïne. Pour le crack, il y avait peu de recrutement. On devait avoir une dizaine de consultants, donc je pense que les chiffres ne sont pas très fiables. Mais on voit que c'est beaucoup plus important pour le cannabis. Pour l'héroïne, pour l'alcool, c'est plus important. Et de façon aussi très intéressante, on voit que chez les patients qui consultent pour des addictions comportementales, eh bien, il y a dans plus de 50% des cas des violences qui sont rapportées. On s'en doutait un peu parce que on sait que lorsque des gens perdent beaucoup d'argent, ben souvent il y a beaucoup d'agressivité de la part du conjoint lorsqu'ils vivent en famille. Donc c'est pas tout à fait étonnant, mais en tout cas c'est très important. Ce qui est aussi étonnant, c'est quand même la prévalence des violences chez les gens qui consultent pour un problème de tabac. On ne s'attendait pas à avoir des taux aussi élevés. Alors peut-être que dans un second temps, si on réussit à modéliser premier motif de consultation et deuxième, eh ben, nous verrons que chez les gens qui viennent pour un problème de tabac, il y a peut-être aussi pas mal de prise d'autres produits, peut-être de cannabis notamment, et peut-être aussi d'alcool, qui augmente un petit peu ces chiffres. Alors, si on regarde donc par sexe et produits, on voit que les violences physiques, alors tous les types de violences sont plus importants chez les hommes que chez les femmes. Violence physique, c'est à peu près 35% chez les hommes, 48% chez les femmes. Le plus important, c'est les violences psychologiques. Bon, quand même la moitié chez les hommes et deux tiers chez les femmes. Et les violences sexuelles sont très très nettement surreprésentées chez les femmes par rapport aux hommes.
Et si on s'intéresse à l'existence d'au moins un type de violence, alors il faut bien voir que ce pourcentage ne correspond pas à la somme des pourcentages des trois lignes au-dessus, puisque on peut souffrir ou être acteur à la fois de violences physiques, psychologiques, voire sexuelles. Mais on voit que les taux, en tout cas, chez les hommes, c'est 55% pour au moins un type de violence, et chez les femmes, c'est plus des deux tiers. Donc c'est extrêmement important et préoccupant comme prévalence. Alors, ça va dans quel sens, ces violences? Et donc, on a des questions qui nous permettaient de le savoir, et c'est ce qu'il y a à droite de la parenthèse. Donc, ça peut être initié. On voit que les hommes sont plus à l'initiation des violences que les femmes, 10% versus 6. Ça peut être en réponse. Là, c'est un petit peu plus les femmes qui répondent que les hommes, mais peu importe. Et ça peut être aussi dans les deux sens. Et on voit que c'est presque 25%. On a, en consultation, on avait l'expérience de voir très fréquemment des patientes, par exemple, qui disaient être à la fois victimes et acteurs, autrices de violences elles-mêmes, lancer des, lancer des assiettes ou des bols ou des choses comme ça, voire même menacer avec des couteaux. Donc, ce résultat peut paraître surprenant, mais en fait, ça correspond à ce qu'on observe en consultation. Le deuxième objectif était d'évaluer la demande d'aide spécifique, d'une aide spécifique orientée sur les violences. En effet, faire du repérage, c'est très intéressant. Présenter des chiffres, c'est pertinent, surtout lorsqu'ils sont si impressionnants que ceux-ci. Mais ça ne peut être intéressant que si derrière, il y a des actions qui sont mises en place. On voulait voir les demandes formulées par les consultants, donc je répète qu'ils peuvent être victimes-auteurs ou les deux. Et on a recherché les facteurs favorisant la demande d'aide spécifique violence. Donc on a fait une étude univariée et multivariée. Il y avait donc 680 consultants qui avaient répondu positivement à la question violence, 57% en moyenne, et on les a interrogés sur ce qu'ils souhaitaient. Alors je vous montre les résultats de l'étude univariée, euh, simplement parce que ça permet aussi de réfléchir au cheminement de la pensée qu'on a eue. On voit déjà premièrement qu'il n'y a pas de différence de genre. Les femmes et les hommes demandent à peu près pareil. En tout cas, il n'y a pas de différence significative sur la demande de soins spécifiques. S'il y a des relations personnelles ou professionnelles qui sont très tendues, on voit que ça augmenterait la demande. De même, la difficulté, la grande difficulté à résoudre des conflits. La peur de l'interlocuteur, ça sortait aussi significativement. Les violences psychologiques semblent très, très significatives. Donc, c'est vraiment un facteur qui est un facteur de demande qui semble très important. Le fait que ça soit de la violence physique, ça ne sort pas. Bon. La violence sexuelle non plus, ça ne sort pas comme élément discriminant. Donc, ça ne semble pas favoriser la demande. Le lieu de la violence, que ce soit privé ou public, c'était significatif. La présence d'enfants durant les actes de violence, ça nous paraissait être une question très très pertinente. Vous verrez qu'elle part en multivarié. Et puis, en fonction qu'on est initiateur ou qu'on répond, ben, ça ne sort pas. Donc, c'est pas ça qui va déterminer la demande d'aide. Et si on regarde en régression logistique, donc ça, c'est une partie d'étude qui a été faite, je le cite pour ceux qui connaissent, par le professeur Nicolas Simon de Marseille, qui a participé très très largement à aux statistiques que nous sortons là. Donc en régression logistique, on voit qu'il y a que deux facteurs qui semblent sortir, c'est-à-dire les violences psychologiques très sévères et les difficultés, la grande difficulté à résoudre des conflits. Mais en fait, si on regarde d'un peu plus près, alors là vous avez les, les droites, enfin les segments avec le rond et les segments avec le triangle, en fait, on s'intéresse surtout aux segments avec le rond parce que il correspond à demande d'aide versus pas demande d'aide. Alors que le triangle, c'est demande d'aide versus peut-être. Donc ça nous paraît un peu moins net. Donc vous voyez que les violences psychologiques sévères, ça sort très nettement et que les hautes difficultés à résoudre des conflits, là par contre, l'intervalle de confiance coupe le 1, c'est-à-dire l'absence d'effet. Et donc on ne peut pas conclure, même si
semble-t-il, quand même, il se passe quelque chose. Donc, une discussion très rapide pour tenir le temps. Les actes de violence sont très fréquents dans les 12 derniers mois chez des consultations d'addictologie, quel que soit le motif de consultation. Je ne vous répète pas les chiffres, vous les avez vus. Ça semble supérieur à la population de référence, mais c'est une population historique, donc on ne peut pas vraiment conclure de façon très très valide. Les violences vont dans les deux sens. Plus fréquent pour les femmes, enfin, les femmes sont plus fréquemment confrontées à des types de violences. Et je voudrais aussi moduler le propos en disant que ce n'est pas parce que ça va dans les deux sens que ça veut dire qu'il n'y a pas de violence spécifique faite aux femmes. Les femmes sont beaucoup plus souvent blessées et meurtries par les violences, même si on a l'impression qu'il y a une espèce de vague équilibre. C'est vrai pour tous les motifs de consultation, ça c'est très intéressant. Donc, et puis, il y a une demande de soins qui est importante, notamment lorsqu'il y a des violences psychologiques importantes. Et si on résume l'ensemble des données, il y a un quart de l'ensemble des consultants qui souhaiteraient une aide spécifique sur la violence. Donc, ça veut dire qu'il y a un consultant sur quatre à qui on pourrait proposer ça. Donc, nous, on l'a fait en Occitanie. En Occitanie, pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 240 unités de consultation d'addictos. Donc je vous laisse imaginer le recrutement nécessaire ou la formation nécessaire si on voulait pouvoir répondre à cette demande. Voilà, donc c'est une réponse très importante car ça souligne l'intérêt du dépistage. Beaucoup de besoins, je viens de vous le dire. Donc ça, c'est les équipes participantes. Nous étions 13 en Occitanie à avoir recruté. Et on a des données encore à exploiter. Là, le premier article a été soumis, a été refusé, il a été resoumis ce matin. Vous voyez, ça tombe bien. Et surtout, ça nous a donné envie d'officialiser un groupe de recherche addiction-violence grave. C'est Monsieur Laref qui a trouvé l'acronyme. Et c'est un groupe qui va travailler à des protocoles de recherche mais aussi à élaborer des formations pour les soignants, des formations spécifiques pour les soignants en addictologie. Et par exemple, nous avons commencé l'année dernière, et à partir de maintenant, à partir de l'année dernière, nous organisons une journée annuelle spécifique addiction-violence, et nous allons élaborer un programme de formation pour l'ensemble des soignants qui voudront venir. Pour les protocoles de recherche, je signale qu'on a une collaboration très active avec l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et qui est une université dans laquelle il y a un centre de neuropsychologie très très actif et qui nous aide pour les questionnaires et pour l'élaboration des recherches. J'espère que je n'ai pas été trop long et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Pernet. C'était parfait en termes de timing. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au professeur Pernet et à Madi Laref sur cette présentation. Moi, je lance la discussion de mon côté. Vous avez parlé de l'âge moyen de 45-46 ans. Qu'en est-il des consultations chez les plus jeunes, 18-25 ans, et chez les personnes les plus âgées? C'est une excellente question. On n'a pas remarqué, on l'a fait, je ne vous ai pas montré les résultats, on a essayé de comparer par tranche d'âge l'importance des violences et on n'a pas trouvé de différence chez on va dire, les plus jeunes, c'est-à-dire 18-25, 18-30, et les seniors, c'est-à-dire après 60 ans. Il se trouve que malheureusement, les actes de violence sont très, très bien répartis à tous les âges. Et entre les hommes et les femmes, dans ces tranches d'âge non plus, il n'y a pas de différence significative? Ça correspond à peu près à ce qu'on a montré, c'est-à-dire qu'en gros, les femmes rapportent plus de violences. Et ça, on ne l'a pas, mais on sait en plus, les violences, généralement, ont plus de gravité, de sévérité, de conséquences chez les femmes. D'accord. Alors, on a des questions qui arrivent. Par-delà le taux d'emploi, avez-vous des informations sur la position professionnelle, cadre, profession intermédiaire, ouvrier, employé ou le niveau de revenu? C'est une question très intéressante. On l'avait fait un petit peu grossièrement, ça. C'est-à-dire qu'on a regardé le niveau d'études, le niveau d'emploi, et on n'a pas trouvé de différence. Mais on n'a pas la catégorisation professionnelle.
Donc, si on fait une prochaine étude prospective comme ça, qui est quand même très très dure à mettre en place, on va essayer d'avoir une catégorisation professionnelle beaucoup plus, comment dirais-je, claire et nette pour pouvoir répondre à cette question. Avez-vous un volet qualitatif dans votre recherche? Sinon, envisagez-vous de mobiliser des entretiens avec ces personnes dans vos travaux à venir? Non et oui. Donc, c'était une étude uniquement quantitative sur un nombre de patients aussi importants et avec les modalités, on avait vraiment des questionnaires qui se remplissaient. On n'a pas fait. Alors, euh, euh, quand on parle d'études qualitatives, normalement, il y a des. Enfin, je réponds à la personne qui pose la question et à tout le monde. Je suis sûr qu'elle, celle qui a posé la question, c'est parfaitement ça. Mais il y a des critères, c'est assez rude, c'est assez difficile de faire une étude quali pour ce type de. Dans l'absolu, ça demande beaucoup de temps. Il faut voir les verbatims, etc. Donc, ce qu'on souhaite faire dans l'avenir, c'est essayer d'avoir des mécanismes plus fins physiopathologiques, donc sur des petites séries, et peut-être mener des études qualitatives chez des volontaires, mais ça sera des petits nombres. Mais c'est évidemment, c'est très très important ça, de comprendre le vécu des patients et les moteurs qui les font, euh, euh, comment dirais-je, les moteurs qui génèrent la violence, pourquoi il y a le passage à l'acte, et puis aussi ce qui nous intéresse beaucoup, c'est pourquoi il y a autant de gens qui ne demandent pas des soins. Parce que c'est quand même bizarre d'être victime de violences, des fois de façon un peu chronique, et de ne pas vouloir bénéficier d'aide. Voilà. Merci. Vous avez cité l'entourage comme les enfants. Avez-vous des demandes d'aide les concernant? C'est-à-dire des demandes d'aide des enfants eux-mêmes ou des demandes d'aide pour les enfants. Alors, on n'a pas de précision. Heu, Alors peut-être des demandes. on essaye à chaque fois de proposer, lorsqu'on repère des actes de violence, on essaye de proposer, on voit s'il y a des enfants et essayer de proposer un suivi dans des structures spécialisées pour aider les plus jeunes. Après, lorsque les enfants ont atteint la majorité, c'est vrai c'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais on ne s'en occupe pas de façon spécifique. Ah, il faut savoir aussi, je ne cherche pas d'excuses, hein, mais il faut savoir qu'avant cette étude, on supputait bien qu'il y avait des actes de violence et qu'il y a des choses qui se passaient. Et de temps en temps, on essaie de repérer quand on avait l'impression qu'il y avait des petits marqueurs qui s'éclairaient, mais on était très loin d'estimer que c'était aussi fréquent. Là, ça nous tombe dessus, ça veut dire qu'il va falloir maintenant qu'on prévoit des repérages un peu systématiques et des filières d'aide aussi spécifiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un groupe de réflexion, parce que on est un peu, comment dirais-je, désemparé quoi, devant l'ampleur du phénomène. Cela rejoint une des questions, comment la forte prévalence de la violence que vous présentez peut permettre une nouvelle approche de la prévention face aux addictions? Alors, c'est une question très intelligente parce que très probablement, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié, mais qu'il faut aussi étudier. C'est-à-dire que les addictions favorisent la violence et la violence favorise les addictions. Donc, il va falloir réfléchir à l'intrication des deux. Et je pense, évidemment, les traitements ne sont pas les mêmes selon que la violence est la cause ou la conséquence. Mais en tout cas, à partir du moment où la violence risque enfin, la persistance de violence risque d'être un facteur de rechute des addictions, clairement, il va falloir s'en occuper, oui. Donc ça va impacter grandement notre façon de faire dès qu'on aura trouvé comment procéder. Concernant, quand vous évoquez des aides concernant la violence évoquée, auriez-vous des exemples? Donc je suppose qu'il s'agit, de la violence évoquée par les, consultants. Oui, alors bah, j'ai un exemple qui marche bien, enfin qui marche bien, pardonnez-moi, on marche sur des œufs quand on parle de violence, parce que c'est un sujet tellement dramatique, il faut peser chaque mot, mais euh, lorsque ça nous arrive de dépister des femmes qui sont victimes de violences,
parce qu'on les voit à deux, trois reprises avec où elles boitent, où elles ont des traumatismes, où elles font des chutes qui sont assez étonnantes. Donc on a des modes de déclaration euh, qui existent et qui sont opérants déjà, en tout cas à l'hôpital. Ça, c'est un premier point. Après, je pense qu'il va falloir systématiquement repérer, par exemple, les acteurs de violence, parce qu'on sait qu'il y a des groupes, dans notre région en tout cas, qui s'occupent de ça, en particulier pour les acteurs de violence sexuelle. Il y a les CRIAV qui sont... donc on en a un à Montpellier, mais c'est national. Donc ça, par exemple, ça existe déjà, ça fonctionne. Mais par contre, très probablement, il va falloir mettre en place des stratégies avec des prises en charge individuelles, probablement de couple, pour essayer de désamorcer les situations, pour essayer de parler de ça. Mais nous, ça impose, parce qu'on n'est pas spécialiste de ça, en addicto, et tous les gens qui viennent aux réunions bah, sont comme les personnes qui écoutent, là, posent des questions très pertinentes, mais on n'arrive pas, nous, à donner beaucoup de réponses. Il faut qu'on crée des filières de soins et qu'on crée. Alors, par exemple, il y a, vous savez, la médecine légale, hein. Donc, si quelqu'un. Mais la médecine légale, c'est pas vraiment du soin, c'est juste de diagnostiquer un traumatisme et de faire une déclaration officielle. Donc, il faut qu'on travaille avec tous ces gens. Donc, nous, on a déjà commencé à préparer un groupe de réflexion et puis former aussi surtout les intervenants pour le dépistage et pour pouvoir faire des premières interventions. Merci. Et nous avons encore beaucoup de questions qui arrivent. Je ne pense pas qu'on pourra les poser toutes. Avez-vous fait un décloisonnement avec la psychiatrie pour une prise en soins transversale? Et on parle notamment de pathologie duel. Ah, c'est difficile de répondre court à toutes ces questions-là qui sont. Alors, les services d'addicto qui ont participé sont des services de consultation d'addicto. Donc, je crois que dans la majorité des cas, je parle sous le contrôle de Madi Laref, ce n'étaient pas des unités de psychiatrie. Mais évidemment, on travaille avec la psychiatrie. Et le problème du trouble bipolaire est très important parce que c'est effectivement quelque chose qui peut favoriser les actes de violence ou comme victime, quand on est dans une période un peu down, que rien ne va, bah, ça peut des fois irriter. Et dans les périodes up, on peut aussi dépenser beaucoup d'argent, faire n'importe quoi. Et il y a une forme de surestimation qui peut conduire à des violences ou actées ou subies. Donc, prendre en charge la violence, ça veut dire évidemment s'intéresser aux comorbidités addictologiques, mais aussi psychiatriques. Est-ce que nous pouvons penser qu'au regard du questionnaire, certains répondants aient pu minimiser les violences subies, que cela soit chez les hommes ou chez les femmes, compte tenu des représentations sociales, femmes, hommes, etc. Très intéressant. Je ne peux pas répondre. Simplement, c'était totalement anonyme. On rentrait même pas ses initiales. Donc, je pense que les gens ont dit à peu près quelque chose qui correspond à la réalité. Euh, je vous avoue que quand on a vu les chiffres, on ne s'est pas trop préoccupé d'une sous-estimation. Parce que quand on voit l'importance des violences en général, quoi, hein, on voit que c'est, je crois, de tête 55% des hommes, 68% des femmes qui en décrivent, on se dit que ça ne doit pas être beaucoup, beaucoup minimisé, parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde subit. Après, je crois que c'est pas la même chose en face à face, effectivement, et sur un questionnaire anonyme. En plus, je trouve que l'outil, la tablette, c'est pas mal, parce que on clique facilement, c'est rapide. Je pense que les gens ont répondu à peu près, c'était pas trop loin de la réalité. C'est une bonne question. C'est les mêmes questions qu'on a avec les questionnaires en addictologie, quoi, hein. Est-ce que les gens sous-estiment leur consommation de tabac, d'alcool, de cannabis, etc. Bon. En tout cas, c'est une première base pour travailler déjà. Merci. Une dernière remarque, question, peut-être une approche sociologique à intégrer sur la question de l'environnement des personnes qui consultent, cet environnement étant lui-même violent de plus en plus, comme narcotrafic. Tout à fait d'accord. Alors, entre parenthèses, je crois que le diaporama sera à disposition. C'est ça, hein? Oui, le replay sera disponible, Voilà, avec le donc il y a une diaporama. adresse mail, hein, il y a une adresse mail, donc ceux qui ont
notre réflexion, elle n'est pas, on l'a fait en Occitanie parce que c'est plus facile de faire de la recherche en Occitanie pour nous qui vivons en Occitanie, mais toutes les bonnes idées, les remarques et tout, évidemment, on prend tout, c'est très très intéressant. Euh, si on avait, la société devient de plus en plus violente, hein, enfin c'est l'impression qu'on a. Peut-être c'est parce que je suis vieux, donc j'ai l'impression qu'il y a de la violence partout autour de moi. Mais enfin, en tout cas, j'ai l'impression que on parle de moins en moins et on frappe de plus en plus. Et ça se voit à l'hôpital. On a de plus en plus de problèmes de violence à l'hôpital. Maintenant, on a des services de sécurité à l'hôpital. Bientôt, il y en aura encore plus. Donc, je pense que ça métastase sur les consultants. Si on avait un sociologue qui voulait rejoindre le groupe, il serait vraiment le bienvenu, entre parenthèses. Merci beaucoup. Il est malheureusement temps de clôturer ce 19e café de l'IRESP. Je remercie encore une fois les intervenants, professeur Pernet, Madi Laref. Merci à celles et ceux qui ont assisté à ce café. Vous pourrez bientôt le revoir en replay. Et j'en profite pour annoncer jeudi prochain, 19 mars, un nouvel événement organisé par l'IRESP. C'est un webinaire d'une demi-journée consacré au comportement et habitudes alimentaires de l'enfance au grand âge. Inscrivez-vous pour assister à cet événement. Et merci encore et bon après-midi. Merci à vous. Merci de nous avoir invités.